Le 31 mars 1922, les 5 membres de la famille Gruber, Andreas, Casilia, Victoria, Casilia et Joseph, ainsi que leur femme de ménage Maria Baumgartner, sont sauvagement assassinés au sein même de la petite ferme d'Interkaifeck. Pendant plusieurs jours après les meurtres, le tueur a visiblement vécu dans leur maison. Il a cuisiné, mangé, allumé la cheminée et même nourri le bétail, le tout entouré des cadavres. Cette affaire est l'une des plus mystérieuses d'Allemagne. Le crime a eu lieu il y a plus de 100 ans et aucun suspect n'a jamais été arrêté. Aujourd'hui encore, on ne sait pas avec certitude qui est le tueur d'Interkaifeck. On te raconte. L'histoire commence fin 1921 sur la ferme Prosper de la famille Gruber à Interkaifeck en Allemagne. Alors il y a 6 personnes qui vivent ici, Andreas Gruber 63 ans et sa femme Casilia 72 ans, leur fille Victoria 35 ans et ses 2 enfants, Casilia surnommée Silly qui a 7 ans et Joseph qui a 2 ans. La femme de ménage de la famille, Krenzenrieger, vit aussi avec eux et elle a sa propre chambre au sein de la ferme. La famille a également un chien, un Spitz allemand. Il a été dressé comme chien de garde, il aboie et tente d'attaquer tous ceux qui ne font pas partie de la famille Gruber. Alors la famille, elle a une dynamique assez particulière. Victoria est veuve et le père de ses 2 enfants, Karl Gabriel, est mort pendant la guerre. Enfin, le père des 2 enfants, ce n'est pas vraiment certain, car en 1919, Andrea et Victoria, le père et la fille, ont été condamnés pour inceste. En effet, Andreas violait fréquemment sa fille, et on pense d'ailleurs que Joseph, le petit garçon de 2 ans, était son fils et non celui de Karl. À l'époque, tout le monde était au courant de cette relation incestueuse, mais très peu en parlait. En même temps, Andreas avait la réputation d'être un homme violent, alors les habitants du coin s'en méfiaient et en avaient même peur. En septembre 1921, la femme de ménage de la famille, Krenzenrieger, démissionne. Elle affirme que la ferme est hantée et elle s'en va subitement, c'est un petit peu le choc pour tous les habitants de la ferme. Mais en effet, depuis quelques temps, la famille entend des bruits de pas provenant du grenier. Andreas inspecte même l'endroit à plusieurs reprises, mais il ne trouve rien d'anormal, alors on ne comprend pas. Et puis, pendant plusieurs nuits également, quelqu'un tente en vain d'ouvrir la porte de la chambre de Krenzen. La femme voit que quelqu'un appuie sur la poignée, mais elle a trop peur pour aller voir de qui il s'agit. À bout, elle finit par quitter ses fonctions, mais il y a un détail assez important à garder en tête. À l'époque, beaucoup de femmes de ménage utilisaient le mot « hanté » comme une sorte de code pour prévenir les autres femmes de ménage que l'employeur était abusif, et au vu de la réputation d'Andreas, il y a des chances qu'elle ait démissionné à cause de lui, et non à cause des fameux bruits de pas. Il est d'ailleurs très probablement celui qui tentait d'entrer dans sa chambre la nuit. Alors, lorsqu'elle décide de démissionner en disant que la ferme est hantée, on ne sait pas vraiment si elle s'en va à cause des événements étranges qui se produisent sur la ferme ou à cause du climat familial malsain. Après sa démission, tout semble redevenir normal, les bruits cessent et la famille reprend le cours de sa vie. Mais 6 mois plus tard, en mars 1922, des événements étranges se produisent à nouveau. Andreas découvre des empreintes de pas fraîches dans la neige menant de la forêt jusqu'à sa ferme, mais elles ne repartent jamais en direction de la forêt. Donc ça veut dire que la personne qui a laissé ces traces de pas est entrée sur la ferme, mais n'en est jamais ressortie. C'est assez étrange, et puis d'autres bruits se font entendre dans le grenier. Le fermier effectue alors une nouvelle inspection, mais là encore, il ne trouve rien. Puis Andreas retrouve également un journal, le journal de Munich, dans la forêt qui borde sa ferme, auquel il n'est pas abonné. Il pense d'abord que c'est une erreur du facteur, mais personne dans le voisinage ne lit ce journal et le facteur est formel. Il n'a jamais distribué ce journal. Enfin, une semaine avant les tragiques événements, les clés de la maison disparaissent, mais malgré tous ces événements étranges, Andreas ne prévient pas la police. Le 31 mars, la nouvelle femme de ménage, Maria Baumgartner, prend ses fonctions à la ferme. C'est sa sœur qui la dépose, elle salue les Gruber et s'en va, laissant donc Maria dans sa nouvelle maison. Mais la nouvelle femme de ménage n'aura pas vraiment le temps de prendre ses marques, puisque quelques heures plus tard, elle et les 5 membres de la famille Gruber sont sauvagement assassinés.
Ce soir-là, Andreas et sa femme Casilia, leur fille Victoria et leur petite fille sont tués dans la grange. Le tueur se sert d'une pioche qui appartient à Andreas pour tuer ses victimes. Alors cette pioche, elle est un petit peu spéciale. Le fermier avait planté un gros clou dedans et il s'en servait pour assommer et tuer ses cochons. L'assaillant se déchaîne littéralement sur les Gruber avant de rentrer à l'intérieur de la ferme. Là, il entre dans la chambre de Joseph et le tue à même son berceau, puis il rejoint la chambre de Maria et la tue à son tour, toujours à l'aide de la pioche modifiée par Andreas. On reviendra plus en détail sur les blessures infligées aux 6 victimes un peu plus tard. Après les meurtres, l'homme s'installe pendant quelques jours dans la ferme. Il est entouré des cadavres de ses victimes, mais il mange, il allume la cheminée et il nourrit même le bétail. Il continue en quelque sorte à faire vivre la maison. Le chien de la famille qui a été épargné par le tueur est aussi nourri et vu attaché en laisse à différents endroits de la ferme par des voisins. Quelques jours après les meurtres, les voisins sont inquiets. Ils n'ont pas vu les Gruber depuis quelques temps, et puis le courrier n'est pas relevé, et la petite Silly ne va même plus à l'école. Bon, il faut savoir que ce n'est pas vraiment ça qui inquiète le plus les voisins, car Silly était souvent absente, mais on ne voit plus non plus Andreas sortir de chez lui, ni même les enfants jouer dehors, et Victoria, qui est très pieuse, ne va plus à l'église non plus, et ça c'est inquiétant, et ce n'est pas du tout dans les habitudes de la famille. Le lendemain des meurtres, le 1er avril, 2 vendeurs de café se présentent à la ferme. Ils connaissent bien la famille et ils viennent souvent pour prendre la commande habituelle des Gruber, mais cette fois-ci, personne n'ouvre la porte. Ils font alors le tour de la propriété, mais ne croisent personne, et ils remarquent en revanche que la porte du local à machine est ouverte. Puis finalement, après quelques minutes d'attente, ils s'en vont. Entre le 1er et le 4 mars, plusieurs voisins aperçoivent de la fumée sortir de la cheminée des Gruber, indiquant donc que quelqu'un est dans la maison en train de faire un feu. Enfin, le 4 mars, Albert Hoffner, un mécanicien, arrive à son tour à Hinterkaifeck. Il a rendez-vous avec Andreas pour réparer un moteur sur la propriété dans la salle des machines. Il toque à la porte, aucune réponse. Aucun bruit n'émane de la maison non plus, et seuls les animaux de la ferme signalent leur présence, puis il aperçoit finalement le chien de la famille, dehors, attaché à sa laisse. Après 1 heure d'attente, il décide tout de même de se mettre au travail, pensant que la famille est peut-être sortie ce jour-là et qu'elle ne va pas tarder à rentrer. Il travaille alors sur le moteur pendant à peu près 4 heures ou 4 heures et demie, puis lorsqu'il termine ses réparations, il finit par quitter les lieux car les Gruber ne sont toujours pas rentrés et ça l'inquiète énormément. Dans la même journée, un voisin proche des Gruber, Lorenz Schlittenbauer, envoie finalement ses 2 fils à la ferme, mais ils reviennent bredouilles. Lorenz et 2 autres hommes, Michael Paul et Jacob Siegel, se rendent à leur tour à Hinterkaifeck. Cette fois-ci, ils sont trop inquiets, ils vont rentrer. Ils pénètrent sur la propriété, puis se rendent d'abord dans la grange, et c'est là qu'ils découvrent avec horreur les corps. Lorenz se rend ensuite dans la maison, il part à la recherche de Joseph et découvre les 2 autres cadavres. Il envoie alors ses 2 fils dans la ville la plus proche pour prévenir la police, mais en chemin les 2 enfants croisent plusieurs personnes à qui ils racontent que les Gruber sont morts, donc curieuses, ces personnes se rendent alors à la ferme et circulent librement sur la propriété. La scène de crime est alors rapidement contaminée, les corps sont même touchés et bougés légèrement. Et pire encore, les personnes présentes ce jour-là ont même mangé de la nourriture qui appartenait aux Gruber, et sans s'en rendre compte, ils ont rendu le travail des enquêteurs encore plus difficile. La police finit par arriver à Hinterkaifeck et l'enquête débute. Les autorités demandent finalement à tout le monde de quitter les lieux. Ils inspectent la maison dans les moindres recoins, mais difficile de faire la différence entre les faits et gestes du tueur et ceux des personnes qui sont venues voir les cadavres. Le 5 avril, l'autopsie est pratiquée à même la grange. Andreas est la victime qui a succombé aux blessures les moins violentes et ne semble pas avoir été tué de la même manière que les autres. Il a été frappé sur le côté gauche du visage et est décédé après s'être vidé de son sang. Mais l'homme n'a reçu qu'un seul coup, contrairement à sa famille. Le tueur s'est acharné sur les autres victimes. Casilia, la femme d'Andreas, a été étranglée avant de recevoir une multitude de coups au visage. Elle a été complètement défigurée et le tueur s'est défoulé sur elle. Victoria a reçu exactement le même traitement. Le tueur l'a frappée à de nombreuses reprises au visage avec la pioche et elle aussi était totalement défigurée.
Silly, la petite fille de 7 ans, a elle aussi reçu de violents coups au visage, mais elle a également été égorgée. L'autopsie a également permis de déterminer que la jeune enfant a agonisé pendant des heures dans la grange. Dans une détresse ultime, elle s'est arrachée des touffes entières de cheveux, et le rapport d'autopsie mentionne un élément encore plus troublant, la petite fille a été retrouvée à moitié nue. Le tueur a donc visiblement tenté de la déshabiller pour abuser d'elle, avant de finalement l'égorger à l'aide d'un petit couteau. Maria Baumgartner, la femme de ménage, a elle été retrouvée sur le sol à côté de son lit. Comme les autres femmes, elle a été frappée plusieurs fois au visage et Joseph a été retrouvé dans son berceau. Il a reçu un seul coup sur la tête qui l'a tué instantanément. Le coup était tellement violent que l'enfant était méconnaissable au moment de sa découverte. Lors des investigations, plusieurs éléments ont été mis de côté. Déjà, on sait que la cheminée a été utilisée et que quelque chose a brûlé dedans, mais aucun prélèvement n'a été fait et on ne sait toujours pas ce qui a été brûlé. Ensuite, les armes du crime, la pioche et le couteau, n'ont pas été découverts tout de suite. C'est seulement lors de la destruction de la propriété qu'ils ont été retrouvés en 1923. La ferme était inoccupée et n'était plus que le souvenir d'une soirée macabre, alors la propriété a été détruite et c'est à ce moment-là que les armes ont été découvertes. La pioche était encore pleine de sang séché. Quoi qu'il en soit, la technologie n'étant pas assez avancée à cette époque-là, aucun échantillon d'ADN n'a pu être prélevé. Tout d'abord, les autorités se sont penchées sur la thèse du cambriolage qui a mal tourné, car les Gruber étaient une famille riche et tout le monde le savait à l'époque. Mais la police retrouve une grosse somme d'argent en liquide dans la maison, des objets de valeur, des bijoux et des pièces d'argent, alors la thèse est rapidement écartée. Les enquêteurs pensent tout de même que c'est un crime prémédité et spéculent que les étranges événements survenus sur la ferme sont peut-être liés au tueur. En clair, ils pensent que le tueur a vécu un temps dans le grenier des Gruber avant les meurtres. Mais malgré les spéculations, les enquêteurs se retrouvent sans réel mobile du crime ni preuve concrète. Si les investigations pataugent rapidement, ils mettent au point une liste de suspects potentiels. À commencer par Carl Gabriel, le mari de Victoria, déclaré mort à la guerre. Alors ça peut paraître étrange aujourd'hui, mais en réalité à cette époque c'était assez courant. Plusieurs soldats étaient déclarés morts alors qu'ils étaient toujours vivants. Et concernant Carl Gabriel, ça pourrait aussi être le cas car son corps n'a jamais été officiellement retrouvé. La théorie veut qu'il ne serait pas vraiment mort et serait le tueur d'Interkaifeck, et le mobile serait lié à sa paternité. En rentrant chez lui, il aurait découvert que Victoria avait eu un autre enfant, le petit Joseph, et fou de rage que sa femme l'ait trompé, il aurait alors tué tout le monde, mais cette théorie tient plus du registre de la rumeur que de celui d'une piste sérieuse. Un autre potentiel suspect, c'est le voisin des Gruber, Lorenz Schlittenbauer, l'homme qui a découvert les corps. Depuis la mort de sa femme en 1918, il était l'amant de Victoria et connaissait très bien la ferme et les habitudes de la famille. D'ailleurs, Lorenz aurait très bien pu être le père biologique de Joseph. Ceux qui croient en cette théorie pensent d'ailleurs que le mobile de Lorenz est lié à l'enfant. D'après les rumeurs dans le village, Victoria aurait demandé à Lorenz une sorte de pension alimentaire pour leur fils. Et toujours d'après cette rumeur, il ne souhaitait pas reconnaître l'enfant et aurait pu vouloir se débarrasser des Gruber pour cette raison. Mais ça reste une théorie assez étrange. Déjà, tout le monde savait que Lorenz et Victoria se fréquentaient à l'époque, ils ne se cachaient pas, et puis l'homme avait l'air de vraiment aimer la jeune femme et ses enfants, et n'avait pas réellement de raison de tuer toute la famille, et encore moins la nouvelle femme de ménage. Néanmoins, dès le départ, les locaux l'ont pourtant suspecté. Déjà, lors de la découverte des corps, ils semblaient savoir dans quel endroit chercher pour trouver les cadavres. D'abord la grange, puis les chambres dans la ferme. Il aurait d'ailleurs ouvert la porte de la ferme à l'aide d'une clé, et rappelez-vous, quelques jours avant les meurtres, les clés avaient mystérieusement disparu. Mais il y a des chances que l'homme possédait un double des clés avant cette disparition, étant l'amant de Victoria. Lorsque les deux autres hommes présents lors de la découverte des corps lui ont demandé pourquoi il était rentré dans la ferme, il aurait répondu que c'était pour aller chercher son fils, Joseph. Ce qui décrédibilise légèrement la théorie comme quoi il aurait tué tout le monde pour ne pas avoir à reconnaître sa paternité. Bon,
À ce moment de la vidéo, je m'attends à ce qu'une majorité d'entre vous pense que Lorenz est le tueur, car beaucoup d'éléments pointent vers lui, mais l'homme a pourtant été écarté de la liste des suspects rapidement. Déjà, l'homme avait de l'asthme depuis son retour de la guerre, il perdait facilement son souffle et ne pouvait pas vraiment faire de gros efforts. Il aurait été physiquement compliqué pour lui de tuer 6 personnes. Et puis, après le massacre d'Interkaifeck, l'homme s'est replié sur lui-même, il était vraiment très affecté par la mort de Victoria et de ses 2 enfants, puis il est devenu la cible de ses voisins, l'accusant tous d'être le tueur. Il a même engagé des poursuites judiciaires contre eux pour établir son honneur et le tribunal a tranché en sa faveur. Pourtant, son comportement le jour de la découverte des corps reste étrange. Mais une autre théorie permettrait de mieux comprendre le comportement de ce voisin suspect, et d'après cette théorie, il n'y aurait pas un tueur, mais bien 2. Et pour moi c'est la théorie la plus plausible, ce serait Andreas Gruber lui-même qui aurait tué toute sa famille. On sait que l'homme était un violeur notoire, violent, très peu apprécié et même redouté dans le village et par sa famille. D'après certains habitants du coin qui entretenaient une relation amicale avec Victoria, elle avait prévu de s'enfuir de sa maison avec ses 2 enfants. Elle voulait s'échapper de l'emprise de son père et ne plus avoir à subir ni ses viols ni ses violences. Lorenz, son voisin et amant, aurait d'ailleurs tout prévu, c'était lui qui devait s'occuper de leur fuite. Avant les meurtres, Victoria avait amassé une grosse somme d'argent et l'avait cachée dans sa chambre en amont de son départ, et cette somme a d'ailleurs été retrouvée par la police lors de la fouille de la propriété. On sait aussi que quelque temps avant sa mort, elle avait donné une bourse d'or à son église, chose qui avait beaucoup étonné les fidèles, qui savaient tous très bien qu'Andreas ne l'aurait jamais permis. Mais on pense qu'Andreas aurait fini par découvrir que Victoria s'apprêtait à fuir. L'homme commençait à perdre le contrôle qu'il avait sur sa famille, et il le savait. Les jours étaient comptés. Silly avait même mentionné à ses camarades de classe que sa mère avait tenté de s'enfuir, mais que son grand-père l'avait retrouvée dans la forêt et l'avait forcée à rentrer quelques jours avant le drame. Fou de rage et au pied du mur, il aurait alors assassiné toute sa famille et potentiellement abusé de sa petite fille. Il aurait alors tué la femme de ménage pour qu'il n'y ait aucun témoin. Une manière pour lui de récupérer une sorte de contrôle sur la situation. Il aurait ensuite continué de s'occuper de son bétail les jours suivant le meurtre, en préparant sa fuite. Un autre détail troublant, les Gruber avaient un calendrier journalier et chaque jour, Andreas avait l'habitude de corner le haut des pages et les pages de ce calendrier ont été retrouvées cornées jusqu'au 1er avril, soit le lendemain des meurtres. On pense alors que c'est Andreas lui-même qui a corné la page. Toujours d'après cette théorie, Lorenz serait venu chercher Victoria et les enfants juste après les meurtres et aurait donc découvert les corps dans la grange. Là, il aurait confronté Andreas et l'aurait tué avec la pioche sous le coup de la colère et du chagrin. Ça pourrait aussi expliquer la différence flagrante entre les blessures d'Andreas et celles des autres victimes. Les femmes et les enfants ont été massacrés alors qu'Andreas n'a reçu qu'un seul coup. En outre, l'arme du crime, la pioche modifiée par Andreas, était apparemment très compliquée à utiliser. Le côté modifié par Andreas avec les clous a été utilisé sur toutes les victimes, sauf lui. Un autre détail à garder en tête est que le chien de la famille a été épargné par le tueur. Il a d'ailleurs été vu en laisse à plusieurs endroits de la propriété après les meurtres. Et rappelez-vous, le chien était très agressif envers les voisins. Le soir des meurtres, les locaux ne se souviennent pas avoir entendu d'aboiement. Ça pourrait donc dire que le chien connaissait le tueur, qui était probablement son maître. Et lors de la découverte des corps, le chien a été retrouvé enfermé quelque part sur la propriété et il a également été retrouvé avec une sorte de blessure à l'œil qu'il n'avait pas lorsque les voisins l'ont vu attaché sur la propriété après les meurtres. Ce qui veut dire qu'il a été blessé ou s'est blessé lui-même entre les meurtres et la découverte des corps. Il est donc probable qu'il ait essayé de défendre Andreas lorsqu'il se faisait assassiner à son tour. Aujourd'hui, plus de 100 ans après les meurtres, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est réellement passé ce 31 mai 1922 à Interkaifeck. On sait seulement que 6 personnes ont perdu la vie dans d'atroces circonstances, et si ces théories sont très plausibles, ce ne sont pas des faits, car rien n'a jamais pu être prouvé. Si l'affaire contient sa part de mystère, c'est avant tout un drame. Victoria et ses 2 enfants ont vécu une existence horrible entre inceste et violence à répétition. Ils prévoyaient enfin de s'enfuir pour se reconstruire loin de leur bourreau, mais quelqu'un ne leur en a pas donné l'occasion. Mais qui ? Voilà pour l'affaire d'aujourd'hui, les tristes meurtres d'Interkaifeck.
Qu'avez-vous pensé de cette affaire? Et qui est le tueur d'Interkayfake d'après vous? N'hésitez pas à nous laisser des commentaires avec vos théories. On espère que cette affaire vous a intéressé autant que nous, et si vous souhaitez soutenir notre travail, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.